Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Destio Boa, qui est consultant solution chez Verint. Bonjour Destio, comment allez-vous? Bonjour Didier, ça va bien et vous? Bien, merci. Merci de me rejoindre sur cette chaîne vidéo de TIC. On va aujourd'hui faire un exercice consacré à l'intelligence artificielle, vaste mot. Mais auparavant, j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez qui est Verint en fait et comment cet acteur se positionne sur le marché, notamment en termes de communication d'entreprise, puisque c'est ça le cœur du sujet. Ok, écoutez, Verint, c'est un éditeur de logiciels américain qui a plusieurs filiales, plusieurs entités, notamment en Europe. Moi, je fais partie de l'entité IMIA, où nous avons une représentation en France. Cet éditeur donc est présent depuis une vingtaine d'années dans le domaine du workforce engagement. Donc, il a débuté avec tout ce qui est enregistrement dans le cadre de la compliance notamment. Mm. Donc, c'est son entrée de historique, si je puis dire. Ensuite, il a apporté des nouveautés autour des enregistrements, hein, autour du vocal, avec l'analytique, avec des solutions de planification, avec des solutions d'évaluation de conseillers. Donc, globalement, la stratégie et l'ambition de Verint, c'est de traiter tout ce qui est autour de l'engagement, la prise en compte d'une interaction, la valorisation de celle-ci dans le système par les conseillers, par les superviseurs, mise à dispo des administrateurs, etc. C'est vraiment un acteur de l'engagement au sens large, l'engagement dans le cadre de la mise en relation des clients et de l'entreprise. D'accord. Alors, vous avez annoncé il y a quelque temps maintenant cette fameuse plateforme OpenSICAS, donc de Mhm. centre de contact en mode SaaS. Comment s'articule cette nouvelle offre par rapport à l'historique dont on vient de parler et quels sont ces points de connexion particuliers avec la dimension d'IA dont on va parler par la suite? Alors, c'est marrant parce que, vous savez, quand elle est sortie, cette notion d'OpenSeaCAS l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, eh bien, ça a été difficilement compris par le marché parce Oui, que on était tellement identifié plateforme Workforce, oui, tout donc à fait. Workforce, tout ce qui est planif, analytique et qualité, que les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans le CCAS? Mm. Alors que quand Verint s'est promu acteur du CCAS avec une plateforme OpenCCAS, côté Verint, on avait une vision d'une plateforme qui répond à l'engagement de manière globale. Et dans l'engagement, il y a la distribution de l'appel, qui est Oui, finalement l'ACD, hein, le routage d'appel, mais il y oui. a également la mise en relation en amont, il y a la prise en compte de la qualité de l'appel, il y a l'analyse de l'appel, il y a les données qu'on met à dispo des marketing, etc., etc. Donc, dans sa définition de l'OpenCCAS, côté Verint, englobait l'engagement dans sa globalité porté dans le cloud. Mhm. Et beaucoup avaient une vision un peu restreinte du CCAS égale ACD dans le cloud. Que fait Verint dans le monde de l'ACD? Donc ça a été un peu une année d'explication. Et à la décharge du grand public, si je puis dire, il est vrai que Verint ne traitait pas auparavant l'interaction voix, donc le routage de la voix d'un client vers l'employé, c'est une interaction qui n'était pas prise en compte par Verint, alors qu'on traitait depuis des années l'interaction digitale. En Mm. France, ça c'est moins vu, mais en Europe et dans le monde, l'interaction digitale, c'est-à-dire j'engage sur un site web, j'engage à travers un chat ou un mobile en digital, ça c'est quelque chose qui est déjà pris en compte par Verint depuis très longtemps, mais sur lequel on n'était pas trop positionné sur le marché français. Alors, c'est vrai que c'est une annonce d'il y a 2 ans qui m'a intrigué, parce que c'est un parcours qui va un peu à l'inverse des parcours habituels qu'on voit sur les acteurs historiques, en tout cas pour la France, qui viennent de la téléphonie, de la voix, et qui ont, Oui, eux, c'est vrai. intégré les canaux digitaux. D'accord, je pense Exact. qu'on comprend mieux avec ces explications. Et vous savez, Didier, il y a plusieurs études hein, qui prédisaient depuis longtemps la fin du canal voix au profit de l'interaction digitale. Hmm, Certes, l'interaction digitale a augmenté, mais le canal voix est toujours là. hmm, Qu'est-ce que ça veut dire pour Verint? Que la prise en compte du canal digital qui a augmenté, c'est un pari qui a déjà été engagé depuis longtemps. oui. Et finalement, on a rajouté l'interaction voix qui est toujours nécessaire.
mais effectivement, c'était pas identifié tel quel par le grand public. Oui, mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui sont convaincus que la voix a encore un rôle Ouais. particulièrement important à jouer, Ah même oui. s'il n'est pas unique dans la relation client, mais que Ouais. c'est un média particulièrement riche pour plein de raisons. Alors, pour faire le focus sur la dimension IA, quels sont les types d'IA ou les briques IA? Moi, j'aime bien mettre un S à IA souvent parce que Oui. il n'y a pas une IA pour tout faire. Mais donc, quelles sont les briques d'IA qui sont aujourd'hui proposées sur la plateforme Verint? Verint. Alors, tout d'abord, avant même l'avènement du cloud, donc c'est-à-dire sur les solutions on-prem, il Mhm. y avait déjà de l'IA côté Verint, notamment pour tout ce qui est analytique et tout ce qui est évaluation. Oui. Donc, cette dimension IA a toujours existé de manière bien séparée. Chaque application a un besoin d'intelligence pour Mhm. remplir sa fonction. Mhm. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la partie qualité, la partie analytique ou la partie planification. Donc, chez Verint, ça a toujours existé, même sur la partie on-prem. Maintenant, dans le cloud, on a mutualisé et augmenté nos ressources IA propres côté Verint avec ce qu'on appelle une entité DaVinci qui est notre plateforme IA avec un S cette fois-ci. Mhm. Et donc, cette plateforme IA Cloud va apporter dans chacune de nos applications phares qui sont déjà utilisées dans des workflows business, qui sont déjà utilisées et qui ont déjà fait leurs preuves, on va augmenter ces capacités à travers une couche d'IA supplémentaire très bien identifiée et identifiable. C'est D'accord. là où je trouve que côté Verint, on a été bon et on n'est pas là pour faire la promo pour de la promo, mais Mhm. c'est expliquer ce que vous nous dites là. C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'IA. Comment ça se manifeste chez Verint? Ce D'accord. que j'explique là, c'est qu'il y a un cœur DaVinci qui est un cœur technique, technologique, dans lequel plusieurs IA fonctionnelles vont cohabiter. Donc, typiquement, pour transformer la voix en texte, la Mhm. transcription, j'ai une IA, un moteur de transcription qui est une intelligence qui sait comprendre les phonèmes et les traduire en texte. Mhm. Pour faire derrière l'analytique, analyser les tendances conversationnelles, j'ai une IA. Pour prévoir les différentes planifications en fonction de critères tiers, j'ai une IA. Donc tout ça existe sous le terme DaVinci côté Verint Mhm. lorsque ce sont des intelligences propriétaires Verint. D'accord. Maintenant arrivent les nouveaux modèles d'intelligence artificielle dits LLM notamment, Mhm. Mhm. puis générative. Et là, Verint, dans sa stratégie, utilise ces moteurs, ces langages ces grands modèles de données pour augmenter encore certaines fonctionnalités, mais je pense qu'on va y venir par la suite. D'accord, oui, tout à fait. Ça fait partie des questions par rapport au développement historique des IA maison d'un côté et C'est ça. l'apparition plus que violente d'autres solutions alternatives. Comment tout ça s'articule. Donc, juste pour reformuler, m'assurer que j'ai bien compris, cette plateforme DaVinci, c'est une espèce de boîte à outils géante dans laquelle on va pouvoir venir taper pour enrichir tel ou tel service qui est aujourd'hui opérationnel sur les Exactement. de Verint. C'est ça. D'accord. Exactement. Et on va même à dire dans nos explications, même en interne, que derrière Da Vinci, il y a également toute une logique d'entreprise pour pousser de la R&D dans le sens continu de l'IA qui se met à jour en permanence, qui regarde ce qui est pertinent et qui maintient tout ça. Donc, il y a la technologie, mais l'impact pour Verint. Ce que je veux dire, c'est que côté Verint, on a également embaucher une force de R&D dédiée à ce socle Da Vinci pour le D'accord. maintenir, pour l'updater et pour voir ce qui se fait autour, etc. Donc, c'est vrai que chez nous qui avons connu l'on-prem puis la migration dans le cloud, on n'est pas simplement sur une migration de plateforme du l'on-prem vers le cloud, on Mhm. est également, avec Da Vinci, vers une migration de philosophie d'entreprise où des nouveaux types de ressources sont arrivés pour enrichir cet environnement technologique dit Da D'accord. Vinci.
Alors c'est vrai que c'est une question que je pose souvent entre ce qui a été développé en interne et puis ce qui apparaît sur le marché par ailleurs. Comment on articule tout ça? Je prends souvent en tout cas l'exemple des transcriptions. Si Ok. aujourd'hui la plateforme SICAS Verint est articulée, enfin est connectée avec un CRM, il y a aussi en général côté des éditeurs de CRM de l'IA qui est intégrée, typiquement de l'IA de transcription, voire de résumé de conversation. C'est une fonctionnalité IA qui est également présente au catalogue officiel de Verint, Ouais, si je dis pas de bêtises. ouais. Donc, il y a un mot qui surgit de plus en plus quand on commence à parler de ces IA, c'est comment on orchestre tout ça, comment on s'assure que ces IA qui viennent de différentes sources fonctionnent en bonne intelligence. Bonne question. Alors, vous avez utilisé un terme qui va avec notre branding marketing, si je puis dire, c'est Open CCAS. Donc, Oui. Open pour ouvert. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'historique Verint, on est une plateforme qui se positionne on top d'autres éditeurs, on top d'autres plateformes. Donc, Mhm. par essence, on continue à avoir une ouverture avec le monde extérieur. Même Mhm. si on sait proposer l'ensemble des services, on sait également s'interfacer avec l'ensemble des services parce que une entreprise X peut avoir utilisé un éditeur qui fournit 90% de ses besoins, mais pour les 10%, il veut le best of breed. Donc, on construit nos applis pour qu'elles soient toujours intégrables avec les grands éditeurs du marché. Ça, c'est ce qu'on appelle les API standards. Mhm. Par contre, lorsqu'on doit faire du sur-mesure, eh bien, on va néanmoins pouvoir s'interfacer pour apporter encore une autre solution qu'on aurait très bien pu avoir en propre, hein. Mais grâce aux API, on va pouvoir prendre la fonction qu'il ne rend pas à l'instant T, que ce soit par exemple les applications de temps réel, avec des notifications sur le poste de travail, par exemple, Mhm. Mhm. que ce soit l'adjonction de custom data, c'est-à-dire des données personnalisé pour enrichir des enregistrements. Donc, Mhm. votre exemple, si je le reprends, j'ai un éditeur qui est spécialisé sur une solution de CRM, qui fait du commerce, qui a des informations produits qu'on veut rattacher à une fiche client et la coller avec un enregistrement vocal. On va avoir l'ouverture pour récupérer les informations provenant du CRM qui aura fait tout le reste sur la voie et nous, on prendra le résultat pour le mettre à la disposition, par exemple, d'un marketing qui voudrait savoir quelle est la tendance conversationnelle pour ce type d'appel. Vous voyez? Mhm. Oui, tout Donc, à il y fait. a le fait d'avoir cette ouverture, aussi bien avec des API qu'avec des applications qui peuvent être prises indépendamment ou en forme de suite, nous laisse encore la possibilité d'apporter de la valeur pour le client final. Mhm. Alors voilà qu'on est quand même assez rapidement confronté à des environnements complexes en termes d'architecture, Ouais. d'applicatifs, de gestion de données. Sauf erreur, vous avez travaillé avec un certain nombre de partenaires, notamment en France, mais dans le monde évidemment. Selon vous, c'est à eux que je devrais poser la question, hein, j'en suis bien conscient, mais quels sont les grands défis que vos partenaires sont amenés à relever justement quand ils sont en situation, je vais dire même pas de déploiement, mais avant le déploiement, d'argumentation sur l'intérêt de déployer une solution telle que Verint? Alors, je pense que les partenaires qui ont la chance de travailler avec nous ont un niveau de connaissance assez fin puisque c'est quand même spécifique ce qu'on propose. Donc, en premier lieu, je dirais que c'est vraiment leur valeur métier, business, la compréhension des enjeux clients qui fait la différence et qui nous positionne toujours comme éditeur de valeur. Mhm. Et derrière, la complexité, mine de rien, technologique, a tendance à s'effacer grâce aux normalisations de type API, ça aide énormément. Oui. Eh bien, donc les intégrateurs, les partenaires vont monter leur niveau de compétence dans l'accompagnement fonctionnel. Je comprends vos enjeux, j'accompagne vos équipes, je traduis ça en usage. Vous voyez, c'est plus là-dessus qu'ils vont garder une valeur et maximiser leur intérêt eux aussi, hein, dans cette boucle. Alors justement, je rebondis sur le mot usage. Souvent, quand on parle d'IA, on se pose la question du retour sur investissement, le fameux ROI, et Mm.
on aboutit très régulièrement à la conclusion qui est toujours la même, c'est pour parler de ROI, il faut parler de cas d'usage bien identifiés, bien spécifiques, bien délimités. Aujourd'hui, du recul que vous avez, vous, au sein d'un éditeur comme Verint, tous ces projets d'IA qui se déploient ou ces solutions d'IA qui se déploient, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elles sont démocratisées et qu'on est dans un déploiement, on va dire, à l'échelle de toutes ces briques, ou est-ce qu'on est encore, en tout cas pour la France, est-ce qu'on est encore dans une phase plutôt de POC, de pilote, de test pour vérifier si tout ça non seulement fonctionne, mais apporte effectivement soit la productivité, soit les gains qui sont annoncés en général par les éditeurs. Alors, la question, elle a énormément de sens pour nous et Mhm. il y a une réponse qui est, enfin, il y a deux réponses. Premièrement, côté marketing Verint, on a immédiatement pensé l'IA comme une fonction métier, qui va Mhm. avoir une finalité métier. C'est pour ça que, en termes de proposition commerciale, nous proposons de l'IA sous forme de bots qui remplissent une fonction. Donc, finalement, on n'achète absolument pas de l'IA, on achète des bots pour une fonction. Par exemple, je veux de la transcription, c'est un bot. Mhm. Si je veux automatiser mes évaluations, c'est un bot. Si je veux des notifications en temps réel pour aider mon agent, c'est un bot. Mhm. Donc, un bot, une fonction qui est tout de suite identifiable par le métier, quantifiable. Ça veut dire, bon, je déploie, Verint me promet que avec un résumé de conversation, j'économise 30 secondes par appel. Montrez-le-moi. Très bien. Vous souscrivez à un POC, à notre bot wrap-up, et vous évaluez sur une certaine quantité de population le temps gagné par appel. Très simple. Donc, vous voyez, comme chaque bot est associé à une fonction, dans l'esprit du client, c'est archi clair. D'accord. Bon, c'est très intéressant et ça me plaît d'entendre cette logique de périmètre prédéfini lié à Oui, des cas d'usage et à des besoins métiers par rapport au discours ambiant sur les IA capables de tout faire qu'on entend ouais. un peu trop à mon goût. Ok, le temps passe vite. Quelle serait votre recommandation pour un cabinet de conseil pour arriver à prendre ce train de l'IA. Oui. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les derniers grands RFI qu'on reçoit à destination des éditeurs. C'est finalement des expressions de besoins clients qui demandent une vision sur un programme qui est très axé sur des résultats opérationnels. Mhm, Je mhm. suis un client A, j'ai des problématiques B qui sont des problématiques métiers, on ne parle pas du tout technique. Oui. Apportez-moi telle solution parce que j'ai entendu dire que l'IA A permet de faire ça, l'IA B permet de faire ci, l'IA C permet de faire ça. Donnez-moi quelque chose de complètement agnostique, quelles que soient mes solutions, qui sache parler avec tout et qui, au final, va me permettre de quantifier un résultat par rapport à ma problématique A initiale. Mhm, C'est vraiment ça le challenge, hein. On voit entre l'entrée et la sortie, l'entrée, elle est très concrète, la sortie, elle est très concrète dans l'esprit des clients. Et entre les deux, il y a l'impression que l'IA magique va répondre à tout et va rester interopérationnel, interconnecté. Donc, un consultant qui reçoit ça, l'important, c'est qu'il arrive à démêler le possible de l'impossible. mhm. Et selon moi, hein, pour cela, il faut arriver à avoir des cas d'usage où le consultant maîtrise un peu ce possible Oui. côté IA. Et c'est là où la compétence des consultants va être mise à l'épreuve parce que Mhm, l'IA Gen permet beaucoup de choses, mais elle ne permet pas tout en termes de résultats fonctionnels. Et le deuxième point, c'est comment je m'interconnecte avec des données clients alors que l'IAGEN, très souvent, est exposé à Internet. Donc mhm, là, comment je sécurise tout ça? Et le troisième point, qui va être encore plus fort, l'éthique, l'AI Act, la compliance. Donc, ça demande des compétences juridiques
qui existe à peine. Parce que l'AI Act, il va arriver là en juillet, personne ne le connaît vraiment, chacun Oui. l'interprète à sa sauce. Eh bien, il faut des nouvelles compétences là-dessus, vous voyez. Donc, Hmm. je pense que c'est sur ces trois points qu'on va attendre les consultants de demain et les cabinets de conseil. Juste peut-être en forme de conclusion, selon vous, avec toutes ces briques d'IA, quelles sont les tendances clés aujourd'hui qui vont se renforcer ou les innovations qui pourraient avoir du sens dans les mois ou les années qui viennent en matière d'IA? Alors, je pense et je vois arriver à grands pas le temps réel. Donc, on veut de l'IA qui immédiatement apporte quelque chose sur le poste de travail de l'agent. Ce Mhm. quelque chose, généralement, il doit être de plus en plus spécialisé sur les bases de connaissances des agents. Donc, enfin, des agents, des entreprises. Donc, ça, c'est des attentes fortes. Mhm. Et je pense qu'on n'en parle pas trop parce que c'est un peu clivant. C'est tout ce qui est autour des agents augmentés, voire des bots, un peu, ils appellent ça IA agentique, les termes varient. Mhm. C'est-à-dire jusqu'à quel point on remplace le flux d'interaction par une automatisation et jusqu'à quel point on conserve des humains. Donc ça, je pense que en fonction des avancées vraiment technologiques de ces entités virtuelles, on verra un redimensionnement des centres d'appel, de tout ce qui est l'interaction finalement. L'interaction, je pense, va être de plus en plus automatisée pour ce Mhm. qu'elle peut être et très spécialisée, très pointue pour ce qu'on laissera aux humains. Je pense que ça, D'accord. c'est un peu la tendance des 5 prochaines années et on verra les impacts pour le meilleur et le meilleur, j'espère. Eh ben, je l'espère aussi. En tout cas, on va suivre ça côté optique de très très près. Decio, Super. merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et pour Avec la plaisir, qualité des Didier. réponses. C'est très très riche. En tout cas, je vous souhaite une Exactement. bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite. À très bientôt à notre salon, j'espère. Engage, à bientôt. Ça marche. Au revoir. Au revoir.